ces révélations qui ont été faites ce matin encore dans la presse sénégalaise. On a parlé d'une audition de Pierre Goudiaby Atepa devant la section de recherche de la gendarmerie. Au cours de cette audition, vous auriez donné des noms. Qu'en est-il exactement? D'abord, ce n'est pas une audition. Nous avons été appelés par un responsable de la gendarmerie qui souhaitait avoir notre version de ce que nous avions dit. Et nous avons répondu. Ce n'était pas une audition, mais nous avons répondu. Nous avons donné les noms des gens qui ont envoyé les enfants, parce qu'on les connaît. Nous avons également donné des noms d'un des membres de cette mafia qui pille la forêt casamançaise. Je suis sûr qu'ils en feront un bon usage et nous avons fait ça en toute responsabilité. Il y a également que, comme vous le savez, il y a eu des rescapés. Mais c'est très simple de demander aux rescapés qui vous a envoyé. C'est très simple. Nous avons répondu en partie et je suis sûr, et je suis heureux d'ailleurs d'avoir entendu le ministre de l'Intérieur dire que les enquêtes avancent très bien et que nous pensons qu'il pense que très bientôt les commanditaires et du meurtre et certainement ceux qui ont envoyé les enfants, j'allais dire se faire tuer, seront identifiés. Oui, M. Goudiaby, quelle est la différence entre ces noms que vous avez donnés certainement à la section de gendarmerie pour les aider dans leur enquête et les noms qui avaient déjà circulé qui a été donné par le communiqué du mouvement des forces démocratiques de la Casamance qui avait désigné et le procureur de la République et une bonne partie des responsables des autorités administratives qui sont à Ziguinchor? Nous ne sommes pas du MFDC. Je voudrais d'abord que ce soit très clair. Nous n'avons rien à voir avec ce communiqué-là que j'ai lu comme vous. Nous n'avons pas à recouper les noms. Nous avons donné 2 noms de gens qui sont impliqués dans la coupe de bois en Casamance. Et si vous allez sur Internet, je suis sûr que vous allez les retrouver. Allez sur déforestation de la Casamance ou coupeur de bois, etc. de la Casamance, vous trouverez les noms. Vous allez les trouver. Donc ça n'a rien à voir. Nous n'avons pas fait d'enquête. C'est des choses que nous connaissons à partir d'articles d'ailleurs que vous pouvez vérifier. Donc non, et je dois dire au passage que c'est aujourd'hui que le scandale voit le jour, disons, de manière aussi élargie. Mais vous avez des gens comme notre ami Ali Haïdar, l'ancien ministre de l'Environnement, qui a sonné l'alerte depuis des années et des années. Il y a quelques années, il y a 3 ou 4 ans, Ali Haïdar, pour ne pas le nommer, disait, écoutez, si vous n'y prenez garde, les forêts de Casamance vont disparaître. Et je lui rends un grand hommage parce que voilà quelqu'un qui a tout fait. Il a tout fait pour arrêter ce massacre de la forêt sénégalaise en Casamance. Il a tout fait. On ne l'a pas écouté. Alors, encore une fois, nous, ce que le MFDC désigne comme les organisateurs de ce massacre, pas de ce massacre, les organisateurs de cette déforestation, je ne pense pas qu'ils en aient parlé. Et ils ont parlé des commanditaires de cette déforestation. Il faut leur poser la question. Je suis sûr qu'ils savent qui c'est. Aussi, au niveau de Ziguinchor, au niveau de Borofaï, une vague d'arrestations a été effectuée dans les jours précédents. On parle de 22 interpellés qui sont toujours en garde à vue, dont un journaliste. Les responsables politiques, mais aussi les chefs religieux de l'arrondissement de Dadis, ont clairement dit que ces personnes arrêtées n'y sont pour rien dans ce qui a été fait. Aujourd'hui, quelle est votre appréciation de cette situation et de cette chape de plomb qui est en train de se mettre en place sur la Casamance? Je pense d'abord qu'il faut qu'on fasse attention à ne pas faire d'erreurs pendant les enquêtes. À mon avis, il faut laisser les enquêteurs faire leur enquête et attendre la conclusion.
Ils cherchent la vérité. Qu'ils arrêtent des gens, c'est normal, c'est dans le cadre de l'instruction. Est-ce que ces gens-là sont coupables? Je ne le sais pas. Ils doivent être entendus, certainement, bien sûr. Quelles sont les conclusions qui vont en sortir? Je ne suis pas devin. Je sais simplement qu'il faut que tout le monde collabore, que tout le monde coopère pour que les véritables coupables puissent être arrêtés. Le reste, je pense encore une fois qu'il faut attendre la fin de l'enquête. C'est un secret de polichinelle que de dire que pour rentrer dans ces zones qui sont des zones de conflit, il faut montrer patte blanche, laisser sa carte nationale d'identité à l'entrée à des checkpoints. Comment vous expliquez-vous que sur des victimes, on ait retrouvé les cartes d'identité? Comment est-ce possible que les gens puissent rentrer dans cette zone-là sans passer par des postes militaires? Écoutez, vous semblez en connaître plus que moi. Je ne peux rien vous dire à ce sujet. Il faut demander à la gendarmerie, il faut poser des questions à ceux à qui on doit poser des questions. Ceci dit, je vous permettrai qu'on laisse les investigations continuer. Mais nous avons un message, parce que quand je vois qu'on nous taxe pratiquement de connivence et d'être des plénipotentiaires du MFDC, c'est ce que le monsieur dont on parlait tout à l'heure a dit. Je suis meurtri parce que, vous le savez, depuis le début de cette crise-là, le collectif et tous ceux qui travaillent pour essayer de faire revenir la paix dans cette région a travaillé d'arrache-pied, a même pris des risques pour essayer d'abord de comprendre ce qui s'est passé, comment dépasser toutes ces frustrations qui nous ont amenés à cette situation. Nous avons fait beaucoup de choses en tant que collectif et c'est la raison pour laquelle je voudrais en rappeler quelques-unes. C'est nous qui avons pris Abbé Diamacoune pour l'amener au palais, voir le président de la République, pour que des discussions, pour ne pas dire des négociations sérieuses puissent être entamées entre l'État du Sénégal et le mouvement des forces démocratiques de la Casamance. C'est nous. Nous avons également organisé une rencontre à Saint-Domingue entre l'Abbé Diamacoune et l'aile armée du MFDC. Devant tout le monde, les caméras étaient là. C'est la première fois qu'on les voyait en pleine caméra. Nous avons fait des tournées à la demande de l'Abbé Diamacoune pour expliquer aux sympathisants du MFDC que oui, nous comprenons leur appartenance au MFDC. Nous comprenons leurs revendications d'indépendance à cause de toutes les frustrations que le sud du pays a subies. Nous comprenons même parfois qu'il y ait violence. Mais qu'il fallait que tout le monde sache qu'il n'y a pas que des éléments du MFDC en Casamance. Il y a d'autres Casamançais, comme nous, qui pensons que l'indépendance n'est pas une solution pour la Casamance et qu'il fallait donc qu'on nous écoute. Nous avons eu à cet effet une lettre de l'Abbé Diamacoune. Nous avons lu la lettre aux sympathisants, aux membres du MFDC qui sont en Europe, dont mon cousin Kourouma. Nous leur avons dit, écoutez, encore une fois, il n'est pas question que l'avenir de la Casamance ne dépende que de vous, de votre bon vouloir. Nous comprenons votre position. Nous souhaitons que vous compreniez la nôtre. Nous ne pensons pas que l'indépendance de la Casamance soit une bonne chose pour la Casamance. Nous pensons qu'il y a certainement d'autres moyens de trouver un équilibre
qui puisse faire développer notre sous-région, qui puisse faire développer notre région tout court, y compris la sous-région. Et nous leur avons exposé ce que nous pensons devrait être une solution. Et quelles ont été les réponses de... Ils ont tous, écoutez, quand les choses sont très claires, ils ont apprécié notre franc-parler et ils nous ont dit oui, vous avez raison. Vous avez raison, l'avenir de la Casamance devrait dépendre de tous les Casamançais. Et c'est là où nous interpellons l'État pour leur dire, nous comprenons que vous ayez à négocier avec le MFDC. Mais dans les négociations, tenez compte de ce que nous aussi nous disons. Et ce que nous disons encore une fois est très clair. J'ai donné l'exemple du Sud-Soudan. Vous avez vu que le Sud-Soudan a pris son indépendance. Les chefs rebelles, les anciens, sont en train de s'entretuer. Et c'est une situation que je ne souhaite pas pour la Casamance. Parce qu'effectivement, si demain, par extraordinaire, la Casamance prenait son indépendance et que ces gens prenaient justement la route qu'a prise le Sud-Soudan, personne n'en veut. Est-ce qu'aujourd'hui, le collectif des cadres casamançais, collectif dont vous êtes le président, est toujours dans le circuit des négociations? Non, vous savez, nous, le circuit des négociations, non, nous sommes des facilitateurs spontanés, nous n'avons pas demandé à être payés pour ça, et ça aussi c'est important, nous n'avons jamais porté de valise comme disent les gens, ils le savent d'ailleurs, nous disons que nous sommes sénégalais, comme je dis, moi je suis sénégalais, je suis casamancé jusqu'à l'os, je suis sénégalais jusqu'à la moelle. Nous sommes tous des Sénégalais. Quand il y a un problème comme ça, en toute responsabilité, nous essayons d'amener notre modeste contribution. Elle peut d'ailleurs parfois ne pas être si modeste que ça. Parce que vous le savez, c'est sur notre insistance qu'on a fait venir Sant'Egidio. Parce que pour les mécanismes de négociation, à notre humble avis, il fallait trouver ce que j'appellerais presque des spécialistes de négociation. Donc c'est nous qui les avons amenés. C'est également nous qui essayons, tant que faire se peut, quand on nous le demande, de dire certaines vérités de Casamançais. Parmi ces facilitateurs, puisque vous en êtes un, j'ai eu à rencontrer à Avignon en France M. Abbé Alain et certainement échanger sur le sort de Malou. Voilà des facilitateurs aujourd'hui qui sont dans le collimateur de la justice avec des mandats d'arrêt internationaux décernés à leur encontre. Est-ce que c'est pas aussi... Vous le savez, un moment, c'est nous qui avons demandé que le mandat d'arrêt qui pesait sur la tête de Salif Sadio soit levé. Et même celui de Nkrumah. Mais le mandat d'arrêt qui pèse sur la tête de Nkrumah existe toujours, depuis 1997. Oui, mais je ne suis pas l'État. Nous avons demandé, en tant que facilitateur, que tout ça soit levé. Mais, comme vous le savez, ça fait partie des négociations. Mais moi, je ne suis pas négociateur du MFDC ni de l'État. On n'est que des facilitateurs. Lors d'une rencontre en 2013 entre Amsatou Sow Sidibé, qui était l'envoyé spécial du chef de l'État Macky Sall à Paris, elle avait rencontré Macky Sall. Et l'État du Sénégal, par le canal de l'amiral Farba Sarr, avait nié l'existence de ce mandat d'arrêt international. Vous qui avez été facilitateur, vous qui avez certainement eu des informations, peut-être qu'eux, ils n'ont pas. Est-ce que vous avez une idée de... Parce qu'on nous a fait comprendre que ce mandat d'arrêt est à l'origine de beaucoup de blocages entre Modou Nkrumah Sané et l'État du Sénégal. Est-ce que vous avez eu des informations concernant ce mandat d'arrêt international? Je sais simplement que j'ai dit au président Ouad, du temps où j'étais son conseiller spécial, que si le mandat d'arrêt existait, qu'il valait mieux le suspendre. Depuis, j'avoue que je ne m'en suis pas occupé. Et sur Abbé Alain et sur... Non, je ne me suis pas occupé. J'ai toujours évité de m'occuper de ce genre de choses
que je laisse à l'État, c'est une affaire d'État. Nous, ce que nous avons dit par exemple, c'est qu'il fallait arrêter ces affaires de Monsieur Casamance et qu'il fallait laisser l'État en tant que tel gérer le problème. Et je pense que nous avons été entendus. Parce que depuis, vous le savez, c'est l'État qui gère cette affaire-là sans M. Casamance. Voilà le genre de choses que nous avons apportées au Moulin. Il y a d'autres choses que nous pouvons apporter. Là, par exemple, nous disons, c'est très clair, mais que l'État, peut-être, s'il le peut, nous facilite une rencontre entre Sénégalais de Casamance pour que nous puissions nous mettre autour d'une table. Je ne dis pas pour décider de l'avenir de la Casamance, mais pour en discuter entre nous d'abord, ressortissants de cette région. Je pense que ça aussi, ça fait partie des choses qui manquent. Des rencontres entre nous. Et le MFDC, je l'ai fait il y a longtemps, mais depuis, je ne le fais plus. Je pense qu'il est bon que le MFDC rencontre la société civile de Casamance, pour ne pas dire casamançaise, et que nous puissions discuter sans animosité aucune, en toute responsabilité, de ce que nous pensons devrait être l'avenir de la Casamance. Nous, en tout cas, vous le savez, le collectif a été créé, pour faciliter, pour essayer de voir comment amener la paix, mais également pour voir comment nous pouvons encourager, comment nous pouvons faciliter, comment nous pouvons nous impliquer dans le développement de cette région du sud du Sénégal. Ça fait partie des choses que nous essayons de faire. M. Gabi, est-ce que ce n'est pas une erreur aussi de laisser une coudée franche à l'État du Sénégal, puisque l'exemple le plus probant aujourd'hui est ces combattants sortis de Brousse qui étaient venus avec Ousmane Niantang, qui sont abandonnés à Sangalkam et Sibikotan, et qui aujourd'hui menacent de retourner en Casamance, prendre les armes, parce qu'un certain amiral Farbassar n'aurait pas tenu ses engagements vis-à-vis d'eux. Oui, là, vous comprenez, c'est une affaire délicate, difficile et compliquée. Je pense qu'effectivement, quand l'État prend des engagements, l'État doit respecter ses engagements. Ça, c'est un. Deuxièmement, les frustrations continuent. Et les mêmes causes sont en train de produire les mêmes effets. Cette histoire de déforestation de la Casamance fait partie des frustrations qui animent les Casamançais. Comment peut-on accepter, alors qu'on a tous les moyens de contrôle, que des gens viennent détruire plus d'1 million d'arbres, 1 million d'arbres en quelques années. Un trafic qui enrichit des gens que nous connaissons, que l'État connaît. Comment voulez-vous accepter qu'un État aussi bien organisé que l'État du Sénégal puisse dire qu'ils ne peuvent pas mettre fin à ce massacre de la forêt casamançaise? Nous ne pouvons pas l'accepter et nous ne pouvons pas le comprendre. Donc ça fait partie des problèmes qui perdurent, qui font que les choses perdurent. Regardez les frustrations que nous vivons jusqu'aujourd'hui. Le chef de l'État nous a promis le train pour aller en Casamance. Le train pour aller en Casamance, il nous l'a promis il y a 3 ans. Les études sont là, elles sont prêtes. Le train, les études dont nous disposons, c'est 1 milliard de dollars à peu près. Je ne fais pas de comparaison. Moins cher que le TER. Ne suivez pas mon regard. Alors, pourquoi, jusqu'à présent, on n'a pas ce train-là? Voilà des choses qui participent à la frustration des Sénégalais de Casamance. Il y a effectivement beaucoup de choses qui ont été faites et qui sont positives. Je pense effectivement que l'accalmie que nous avons depuis quelque temps est due aux efforts du gouvernement et plus particulièrement du président. Mais parfois, on a comme l'impression qu'il donne des instructions qui ne sont pas suivies. C'est devant moi qu'il a donné les instructions pour le train. On m'a même confié un mandat, j'ai demandé, j'ai dit, écoutez, moi, je prends mes responsabilités. Donnez-moi un mandat, je vous amène l'argent. On m'a donné le mandat, j'ai amené l'argent.
En tout cas, j'ai amené des propositions fiables, concrètes, qui sont sur la table du gouvernement, avec une entreprise qui vient avec le financement nécessaire. Ce qui est bien, c'est qu'avant, ce projet-là n'était pas dans le PSE. Et nous avons réussi, nous le collectif, à faire admettre ce projet-là dans le PSE. Et dès l'instant où il est dans le PSE, il peut profiter, il peut profiter de la garantie de l'État pour son exécution. On ne comprend pas qu'on ait mis sur la table depuis plus d'1 an une proposition sérieuse. Bon, vous savez quand même que quand il s'agit de ce genre d'affaires, nous savons un peu ce que nous faisons. C'est sur la table de Monsieur le Premier ministre. L'a-t-il envoyé à son président? Je ne sais pas, je ne suis pas lui. Mais voilà des choses. Si aujourd'hui on avait démarré au moins ce projet-là. Il y a également que nous avons mis sur la table, parce que, encore une fois, nous essayons d'être une force de proposition. Pour la Casamance, nous avons dit, nonobstant tous les efforts, et Dieu sait qu'il y en a, qui sont en train d'être faits, nous avons proposé un plan quinquennal de 10 milliards par an. Qui peut... Ce ne serait pas de l'argent du Sénégal, qui serait des investisseurs étrangers. Non, écoutez, non, ça peut être les deux, mais j'ai dit que ça serait peut-être d'abord qu'on peut le trouver sur les fonds verts. Vous savez que depuis la COP21, etc., il y a des niches de financement qui existent pour avoir des crédits carbone, pour reverdir les zones qui sont en train d'être déforestées. Il y a de l'argent qui existe pour ça. Et oui, ça ne serait pas de l'argent du Sénégal, c'est clair. Si le Sénégal peut y mettre du sien, pourquoi pas? Nous-mêmes, les opérateurs, nous pouvons, parce que dès l'instant où je vous dis qu'il faut peut-être remplacer ces zones sur lesquelles on a coupé tous ces arbres-là, les remplacer par des plantations peut-être plus rentables, telles que l'anacardier. Ça veut dire quoi? On peut organiser du privé qui viennent faire des projets rentables dans les forêts de Casamance. Parce qu'il ne faut pas penser que le fait de reboiser est une activité qui n'est pas rentable. Non, on peut reboiser, bien sûr, avec les experts qu'il faut, et en tirer le maximum de profit pour les populations et casamançaises et sénégalaises. Une toute dernière question. Est-ce que c'est la personne de Pierre Goudiaby Atepa qui dérange, ou bien le Sénégal est complètement fermé à toute idée de développement? Je m'explique autrement. On aurait appris quelque part que vous auriez été à l'origine à peu près de signatures entre Tata et le Sénégal. Au bout du compte, vous auriez été écarté. Qu'en est-il? Non, ça c'est plus compliqué. L'affaire de Tata, vous savez que c'est nous qui avons créé ce qu'on a appelé le Team 9 du temps où j'étais conseiller du président. Mais moi, je fais la différence entre les activités que je mène en tant que conseiller d'un chef d'État. Donc, quand j'ai fini de faire mon travail de conseiller, les retombées économiques, je ne veux pas dire ne me regardent pas, ne peuvent pas me regarder personnellement. Donc, effectivement, c'est moi qui ai amené Tata, c'est moi qui ai amené Kirloskar, tous ces Indiens-là. Mais ça, c'est pas important. Ce qui est important, c'est qu'ils soient venus participer au développement de mon pays. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Le reste, bon, j'ai mes propres activités sur d'autres fronts qui font que, machallah, je m'en sors à peu près bien. Monsieur Pierre Goudiaby Atepa, je vous remercie de nous avoir accordé ce temps d'antenne. Merci beaucoup.